moi, je vais avoir un petit peu d'études de vos questions à faire. Du coup, je vais en profiter pour faire un premier tour de table et voir avec chaque intervenant qui nous dise de manière peut-être un peu plus sensible et personnelle comment vous en êtes arrivé, vous, à vous engager, à expérimenter ce que vous faites les uns et les autres dans vos disciplines et vos structures respectives. On commence, on s'est jeté les mains. Alors, Omar Mouzet, donc je vais vous parler plutôt du multi-accueil collectif dans lequel je travaille, puisque la crèche familiale est plutôt pour l'instant sensibilisée. Donc ça vient, comment est venue l'idée? C'est vrai qu'on était très sensible au point de vue de l'équipe et du conseil d'administration à tout ce qui était alimentation. On a depuis quasiment la création recherché des agriculteurs, on va dire, locaux, des jardins de réinsertion avec qui nous travaillons. Et depuis que nous nous sommes, on va dire, engagés avec l'association Label Vie, que nous sommes labellisés, on essaie de trouver davantage encore de partenaires. Donc pour tout ce qui est fruits et légumes, donc on est livré par Pardon. Je me permets de vous interrompre parce qu'on rentrera vraiment dans le concret après. Là, c'est vraiment pourquoi. Quelles sont les motivations, quelles sont vos intuitions, quelles sont vos envies, en quoi vous, de là où vous êtes en tant que directrice, vous avez accompagné la labellisation d'une partie, par exemple, de vos structures. Ou... Là, on est vraiment sur le lien sensible. Si vous le voulez bien, on rentrera dans le concret un petit peu plus tard. Alors, j'allais dire, j'ai pas grand-chose de plus à dire que on était sensibilisés par rapport à la santé des enfants et le bien manger en lien avec quand même tout ce qui était issu de l'agriculture biologique. Idem pour tout ce qui était durable par rapport, alors c'est vrai qu'ils mangent de la viande quand même à la crèche, mais plus de viande locale, du poisson, de pêche durable, voilà, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment les enfants, votre moteur. Les enfants en premier et les parents du conseil d'administration qui étaient force en ce sens. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Alors moi, ce qui m'a amenée à travailler dans ce domaine-là, alors pour la petite histoire, moi je viens d'une famille de bouchers et d'éleveurs bovins. Du coup, mes grands-pères, d'un côté, il y avait un boucher, de l'autre un éleveur qui avait des vaches laitières. Donc j'ai grandi aussi dans cette ambiance de la viande et les produits laitiers, c'est un petit peu les aliments haut du panier. Et je suis devenue végétarienne assez jeune, et c'est une question qui m'a travaillé pendant longtemps, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose de plus concret. Donc, je suis devenue diététicienne. Les études de diététique sont vraiment très centrées sur l'alimentation à la française traditionnelle, donc avec une grosse place pour la viande, les produits laitiers, etc. Assez peu d'informations sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une alimentation, ne serait-ce que végétarienne, équilibrée. Donc, c'est un gros manque dans la formation initiale des diététiciens. Ça change, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler, la question qui s'est rapidement posée, finalement, c'est comment est-ce que je peux, moi, à mon petit niveau, apporter une information fiable aux personnes qui veulent être végétariennes, voire végétaliennes, mais qui sont confrontées à des professionnels de santé, par exemple le médecin, le pédiatre, qui leur disent non, c'est pas possible. Et pourtant, on peut avoir ces convictions-là, avoir envie de bien le faire et chercher des informations. Et du coup, à qui on s'adresse, quoi. Donc c'est ce que moi j'ai essayé de faire. Donc j'ai construit ma pratique professionnelle autour de cette thématique. Comment est-ce qu'on peut apporter une information fiable sur les alimentations végétales, donc végétariennes ou végétaliennes, qui soit cohérente avec les données de la science et qui permettent aux personnes de s'alimenter d'une manière qui correspond à leurs convictions, même si ce n'est pas l'opinion qu'on peut avoir en tant que professionnel de santé. Parce que l'opinion d'un professionnel de santé, on s'en fiche. C'est pas l'opinion du médecin qui doit guider les conseils qui sont donnés, on doit vraiment respecter la demande de nos patients et des personnes qu'on accompagne. Et c'est là-dessus que du coup j'essaie de travailler au quotidien, donc en accompagnant des structures qui souhaitent mettre en place ce type de démarche un petit peu en dépit des réglementations qui sont assez contraignantes à ce niveau-là,
et puis en accompagnant des familles aussi qui choisissent ce type d'alimentation et qui souhaitent être sûres de bien faire, de ne pas prendre de risques pour la santé de leurs enfants notamment, et qui ne sont pas toujours bien accompagnés par d'autres interlocuteurs. Donc voilà un petit peu le cœur de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. J'ai envie que les personnes puissent choisir l'alimentation qu'elles veulent, selon leurs convictions, selon leurs valeurs, et qu'elles reçoivent des informations qui sont adaptées et fiables, en dépit de ce que les médecins à l'ego surdimensionné peuvent en penser. Voilà. De Mars, à la base, en fait, on est paysagiste concepteur, on est issu de l'école du paysage de Versailles-Marseille, pas du tout agriculteur à la base. On s'est réunis parce qu'il y avait une opportunité de terre à la base et beaucoup pour l'idée en fait du bien manger et en fait on est des mangeurs, on aime bien manger concrètement et c'est ça qui nous a réunis à la base et avec chacun nos convictions personnelles autour de d'où vient le produit en fait qu'on consomme, comment il a poussé. Pour le coup, je suis pas végétarien, mais je mange très très peu de viande et quand je mange de la viande, en fait, je sais exactement d'où elle vient. En fait, même la plupart du temps, soit c'est moi qui ai élevé de la viande, en fait, soit c'est un éleveur que je connais directement. En fait, c'est quelque chose qui est important pour nous. Étant agriculteur, du coup, on est confronté nous à la question de la place de l'animal aussi dans l'agriculture. Aujourd'hui, si on peut faire autant de grandes cultures avec si peu d'élevage, entre guillemets, peut-être on en reviendra plus tard, mais on a vu tout à l'heure avec les chiffres, il y a énormément d'élevage, mais au final c'est très peu d'élevage. Parce que si on voulait produire autant aujourd'hui de céréales, de tout, en agriculture biologique, on ne pourrait pas. Parce que il faut pas. On fait pousser une plante, en fait, du coup, faire pousser une plante, en fait, il y a deux choses dans l'agriculture, il y a nourrir la plante qu'on va faire pousser, et empêcher les autres plantes de pousser à la place de celles qu'on va faire pousser. Et c'est l'essentiel du métier de maraîcher, empêcher les autres plantes de pousser. Du coup, on n'a qu'un micro, pardon, ça va fastidieux, mais je vais vous redonner la parole, parce qu'une des questions, c'est comment on fait pour créer un cercle vertueux, justement, dans son jardin. Donc là, la question, c'est évidemment, on part de la production d'abord pour bien se nourrir, c'est bien produire, et quand on a envie d'être dans une pratique durable, respectueuse de la biodiversité, très concrètement, pour des gens qui ne sont pas maraîchers, qui ne sont pas agriculteurs, comment est-ce qu'on s'y prend ? Le plus simple, c'est d'aller chercher les types. Je fais la pub pour ma paroisse, mais c'est d'aller chercher des petits producteurs locaux qui ont une démarche derrière en fait, leur production, parce que du coup il y a aussi des gens qui se convertissent à l'agriculture biologique parce que c'est la mode et parce que du coup il y a un marché à prendre. C'est quelque chose contre lequel on se bat aussi, c'est ce que nous on appelle le bio-industriel. C'est-à-dire quand vous allez acheter votre boîte chez Super U ou Pro Natura par exemple, c'est Carrefour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bio c'est bon, c'est Leclerc il me semble. Il y a plein de chaînes comme ça, on a l'impression d'aller acheter du bio, mais en fait derrière en fait, c'est les mêmes techniques que la grande distribution, c'est le même type de production que de l'agriculture industrielle, mais qui suit le cahier des charges bio. Du coup, au tout début en fait, on n'était pas dans le cahier des charges bio, en fait au final à terme on l'a pris en fait. Pourquoi? Parce qu'une fois on s'est fait refuser un marché, on avait répondu en tant que traiteur, parce que du coup là où la particularité c'est qu'on fait du légume brut et qu'on vend également de la prestation traiteur, ça on fait des petits fours, des repas à table et tout avec nos légumes. Et un jour en fait on s'est fait refuser un marché en fait, faire des petits fours pour une soirée de la ville parce qu'on n'était pas labellisé en bio. Voilà, du coup on a pris la label bio pour ça. Du coup, alors comment vous travaillez Alors du coup, on a une agriculture qui est... on suit un modèle qui s'appelle le MSV, maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nourrit pas la plante, du coup, à l'inverse de l'agriculture industrielle et puis du bio-industriel, d'ailleurs même pareil. On ne nourrit pas la plante, on nourrit le sol, et c'est le sol en fait qui, en bonne santé, va pouvoir prodiguer à la plante tout ce dont elle a besoin. Que ce soit sa nourriture, mais également les défenses contre les maladies, etc. Parce que s'il y a une biodiversité dans le sol, actuellement, il y a des problèmes en agriculture avec certaines bactéries qui attaquent les racines de tomates, par exemple.
s'il y a un bon équilibre dans tous les champignons, toutes les bactéries du sol, en fait, cette bactérie-là n'arrive pas à se développer et les pieds de tomates sont en bonne santé. Alors qu'aujourd'hui, du coup, ils balancent des produits chimiques, en fait, ils tuent la terre, en fait, ou ils brûlent la terre, et en fait, ils déroulent du cellophane et puis ils brûlent la terre avec ça. On essaye d'être au maximum en circuit fermé, même si aujourd'hui on n'y est pas complètement. Du coup, on produit sur 2,5 hectares, on a 177 poules pondeuses qui sont là. Le cahier des charges demande 4 mètres carrés par poule, on en a 6 fois plus. Quand je disais que le cahier des charges, en fait, ils ont regardé les études, quel est le minimum pour que la poule elle soit à peu près correcte, 4 mètres carrés pour le cahier des charges bio. Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de label bio en France. Il y a souvent le bio français, c'est le plus connu, c'est la petite feuille européenne et le AB français. Après, au-dessus, vous allez avoir en gradation, en allant vers le plus restrictif, on va avoir biocohérence, donc on applique à l'agriculture les techniques de la biodynamie. Ensuite, au-dessus, vous allez avoir Déméter, qui est encore un degré encore un peu plus serré. Et après, le top du top, c'est Nature et Progrès. Et là, pour le coup, quand vous achetez Nature et Progrès, vous êtes sûr que derrière, c'est bien. Mais il faut aussi retrouver. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas être labellisé Nature et Progrès parce qu'en fait, dans la même structure, on a et la production de maraîchère et la cuisine. Et du coup, si on cuisine, pour l'instant, si on respecte toutes les normes d'hygiène, en fait, on ne peut pas passer Nature et Progrès parce qu'on utilise certains produits qui sont autorisés, mais qui sont autorisés en agriculture biologique. Du coup, une bonne partie des fientes des poules sert à renourrir les terrains. On bosse pas mal en circuit fermé, c'est-à-dire qu'en fait, on récupère le compost on travaille avec quelques épiceries, quelques restaurants, on récupère leur compost qu'on donne en partie aux poules, en partie on fait un tas de compost. Donc ça nous permet, c'est ce que quand je parlais tout à l'heure, il faut nourrir la plante. En fait, on est à peu près autonome, même si de temps en temps on achète un peu de fientes de poules qui viennent d'autres exploitations bio, du coup, parce qu'on n'est pas tout à fait à l'équilibre. Il faudrait qu'on ait plus de poules, mais du coup, plus qu'il y ait plus de poules, plus de nourriture pour les poules. Voilà. C'est pour ça que je disais aussi, il y a une limite de taille, il faut réussir à trouver l'équilibre. On récupère aussi pas mal de déchets de la ville, par exemple quand les élagueurs font, même si c'est pas une action que je recommande, ils élaguent les branches en ville et qui broient toutes les branches, en fait on récupère le broyat de bois, donc ça nourrit aussi super bien la terre. On voit qu'on est vraiment à proximité de la ville, hein. On est d'ici, je crois qu'on est à 5 km 7 ou 8, j'ai regardé ce matin. Donc on est vraiment en ultra proximité. Bien sûr, sur 2,5 hectares, on n'arrive pas à... Il y a un tel engouement en fait, pour le type d'agriculture qu'on fait qu'on n'arrive pas à répondre à la demande. Et du coup, il y a certains produits qu'on vend qui ne sont pas de chez nous. Quand c'est du même pour le traiteur, par exemple, on ne produit pas de viande. Nos poules pondeuses, quand elles ont fini leur cycle de ponte, on les met en retraite chez les particuliers, en fait, on ne les tue pas. Et elles restent... oui, il y a aussi par rapport à un élevage bio classique. Je parle bio, moi je parle pas industriel, parce que je ne regarde même pas. Un élevage bio classique, la poule elle va rester entre 10 et 12 mois sur la ferme, nous on les garde jusqu'à 30 mois. Le prix de la boîte d'œufs qu'on propose en fait inclut ça, en fait, inclut que les poules ont une longue vie sur la ferme, elles sont pas envoyées un nugget, les gazons finis, quoi. Et voilà, que dire d'autre? C'est bien peut-être pour commencer. Pour commencer, il y a trop de trucs à dire. Oui, c'est ça. Du coup, à partir du moment où là, on vient d'entendre que le travail dans le sol vivant, c'est un peu une révolution de pensée, c'est-à-dire qu'au lieu de nourrir une plante et de chercher focus nourriture-production, on cherche focus sol vivant. Et du coup, ça m'amène à la question suivante, c'est comment est-ce qu'un sol vivant, comment est-ce qu'on arrive à amener de la qualité justement dans nos assiettes? Est-ce que ça a un lien avec ce qui vient d'être raconté par un fermier? Tu peux dire fermier, Maxime? Et comment ça impacte ensuite notre santé et en particulier celle des enfants? Alors effectivement, entre des aliments qui sont produits de manière industrielle, très rapide, que ce soit végétal ou animal, et puis des aliments qui sont produits d'une manière plus, on va dire, plus lente, en tout cas d'une manière plus en accord avec les saisons et les cycles de pousse des légumes, etc. Il y a une différence de qualité nutritionnelle, c'est-à-dire que vous achetez une tomate à un maraîcher qui a poussé en plein été sur un sol de bonne qualité, etc. Déjà, elle ne va pas avoir le même goût qu'une tomate en barquette plastique au mois de décembre. Et puis en termes de qualité nutritionnelle, on va être sur quelque chose de aussi différent, c'est-à-dire avec plus de micronutriments, plus d'antioxydants,
Parce que si votre légume il est coloré, sucré, juteux, etc., c'est qu'il y a aussi plus de bonnes choses dedans que une tomate que vous ouvrez et qui est toute blanche et farineuse à l'intérieur. C'est pas très bon dans l'assiette et ça apporte pas grand chose d'intéressant. En termes de qualité nutritionnelle, consommer des aliments qui poussent dans la saison où c'est prévu qu'ils poussent et dans de bonnes conditions, c'est toujours plus intéressant. Après, il faut bien garder en tête aussi que c'est pas toujours possible. Il y a des aliments et des choses qu'on a du mal à produire localement ou qu'on peut avoir besoin de faire pousser en dehors de la saison où ça pousse naturellement. Parce que, par exemple, dans un contexte de restauration collective, si on fait que du local, que du produit de saison, il y a des périodes où on est assez restreint et on peut vite tourner en rond. Et c'est quelque chose qui peut être difficile aussi à gérer à la fois pour les prestataires de restauration collective, mais également pour les convives qui vont vite tourner en rond en fait, sur les menus qui leur sont proposés. Donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on peut avoir des légumes qui poussent sous serre, qui ne sont pas tout à fait dans leur saison, ou en tout cas pas complètement de l'autre côté de l'année, on va dire, ce serait pas mal, mais des légumes qu'on peut arriver à avoir un peu plus tôt que prévu ou un peu plus tard, etc. Garder au maximum de la diversité. Faire que du local, des produits de saison, c'est une bonne idée en termes de qualité nutritionnelle, mais ça a un coût aussi et ça représente des contraintes qui ne sont pas toujours applicables dans la restauration collective ou dans les structures. Donc c'est bien. Et si on peut aller vers le plus de local, le plus de produits de saison, c'est le top. Mais des fois, il faut faire des concessions aussi sur des choses qui sont un petit peu moins locales ou un petit peu moins de saison, parce que y a des contraintes et il faut composer avec. Donc, la perfection, ce n'est pas forcément l'objectif, mais une progression, c'est déjà un très Christine, du coup, ça y est, le moment est venu de rentrer vraiment dans le détail. Donc, vous, concrètement, tous les jours, vous avez des enfants à faire manger, vous avez une cantine avec une cuisinière qu'on excuse, qui aurait dû être là avec nous aujourd'hui, qu'on attendait patiemment et qui a eu des soucis personnels, donc on pense aussi à elle. Mais du coup, on a Christine, donc c'est super. Comment concrètement vous mettez ce qu'on vient d'entendre en œuvre dans votre établissement ? Donc on est loin bien sûr d'être parfait, hein, mais alors nous on habite dans le Gard. Le Gard, il fait quand même assez bon et donc il y a beaucoup de légumes de saison. Donc une fois qu'on a trouvé ce jardin de réinsertion dont j'avais commencé à vous parler tout à l'heure, qui travaille en bio et qui se situe à peine à 3 ou 4 km de la crèche, donc il nous apporte une fois par semaine des légumes de saison. Ils ont une petite serre également, donc en règle générale c'est pas mal, à part peut-être l'hiver. En hiver, c'est vrai qu'en dehors de la courge, de quelques carottes et un peu de blettes, ça reste un petit peu juste. Donc à ce moment-là, on va parfois compléter dans une cope bio. Et voilà, donc en légumes c'est pas mal. Ce qui est beaucoup plus compliqué, je trouve, c'est les fruits. Les fruits de saison, une fois qu'ils ont mangé une fois des fraises, une fois des cerises, on retournerait beaucoup autour de la pomme. Et la complexité, si, parce que là il y a la pêche de l'abricot, mais ça reste quand même assez court, un petit peu de raisin. Donc là on ne sait pas trop comment faire des fois. Donc pour varier un peu les plaisirs, on prend des bananes des fois bio. Si on fait des thèmes du goût, peut-être un ananas, mais on essaie que ce soit quand même le moins possible et que ce soit vraiment de saison. Mais on tourne encore une fois autour de la pomme. Pomme, poire, le kiwi, il n'a pas encore redémarré. Le kiwi au mois de décembre, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 fruits. Après, tout ce qui est, par exemple, ça va arriver, les mandarines, on essaie de les prendre de Corse en bio, mais on y arrive parfois, des fois pas, parce qu'après, les personnes qui travaillent à la crèche ne peuvent pas toujours aller à la COP bio prendre que des mandarines. On essaie aussi de voir ça, comment faire au mieux, pour pas sans arrêt quelqu'un qui se déplace. De regrouper aussi les achats pour qu'il y ait moins d'impact carbone par rapport aux voitures. Voilà.
pour tout ce qui est, vous m'arrêtez quand après ça, pour tout ce qui est après, on va dire le groupe de produits secs, type pâtes, riz, donc on a trouvé, parce qu'il y a la traçabilité, la méthode d'HACCP quand on cuisine, c'est ça qui est pas simple, donc il faut qu'on arrive à trouver la traçabilité des produits. Donc on a trouvé, mais pas pour grand chose, mais c'est mieux que rien, une épicerie qui livre en bio en vrac et qui nous donne la traçabilité qu'on a à la base. Donc on a la traçabilité, par exemple, des pâtes qui sont faites dans le Gard, du riz bio de Camargue, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal d'avoir trouvé, mais bien évidemment, ça suffit pas. Donc la farine aussi, elle est gardoise et locale. Et après, quand ça ne suffit pas, on se sert aussi, bien sûr, dans les magasins bio. Parfois, quand on ne va pas au bio, en achetant des laitages bio pour le goûter, on prend la farine au supermarché. Faut pas... On essaie d'être logique là-dedans. Voilà. Les œufs sont ici donc biologiques. Le poisson, comme je vous le disais, on le commande en surgelé parce qu'on commande tout brut, mais on essaie de trouver au moins de pêche durable, on se dit que c'est mieux rien. Et les œufs, on achète aussi des œufs bleus, mais bien évidemment il faut une traçabilité. Donc voilà. Il faut des œufs, finalement, c'est des œufs de grande surface, hein, ou de bleu coq, quoi. Hein. Voilà. Pour essayer de diminuer nos déchets, donc depuis à peu près 4 ou 5 ans, grâce à l'implication du personnel aussi, donc on a 2 poules. Donc, oui. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui rentrent. Et ça reste poulailler de crèche. Et on a 2 petits carrés potagers, mais qu'il faut quand même retravailler. Hein. Mais c'est vrai que les enfants peuvent voir, il y a quelques tomates vertes, il peut y avoir 2 framboises, mais il faut qu'on retravaille, parce qu'on est en travaux de l'autre côté et c'est pas extraordinaire. Donc, par contre, on a un très très gros travail à faire sur tout ce qui est menu végétal. Au moins 1 par semaine. On a fortement diminué, on en a conscience, les quantités de protéines en viande. On se sert dans une boucherie locale, donc c'est de la viande soit du Gard, soit de Lozère. Assez peu, hein, 2 fois par semaine, c'est déjà beaucoup, ça fait peut-être. Mais à vrai dire, on n'arrive pas à trouver des données suffisantes pour l'instant. Donc j'espère qu'aujourd'hui on aura des réponses pour les quantités par rapport au menu végétal. Parce que la PMI, moi, c'est pas ce qui m'inquiète, mais c'est d'être cohérent par rapport à ce qu'on explique aussi aux parents. Parce que moi, je pense que les parents, tout peut se faire, tout, mais il faut quand même avoir vraiment du répondant et savoir expliquer. Et ça nous manque quand même. Ouais. On va en reparler, il y a des questions là-dessus. On a vraiment supprimé tout ça de façon progressive, hein, vraiment, c'est très récent, tout ce qui était sucre, c'est-à-dire que les yaourts, c'était toujours sans sucre, les compotes, on ne peut pas toujours les fermer, on les fait assez peu maison, mais on prend des gros pots en verre bio sans sucre. Le pain, on a trouvé une boulangerie, mais quand même, on peut l'avoir chaque jour avec la farine bio locale. Et quand il y a des anniversaires, les parents peuvent apporter un ingrédient. Des fruits, on propose, et les enfants vont fabriquer le gâteau. C'est le seul moment où il y a le sucre, parce que finalement, on a supprimé et on trouve que ils le mangent très bien et ils s'en plaignent absolument pas. Avant, même, on était un peu confiture chocolat, mais ça aussi, on l'a complètement supprimé. Le lait bio qu'on donne au goûter, on leur propose avec du cacao. Là, c'est assez récent, donc du coup, on le prend également sans sucre. Là où on a aussi un petit peu des problèmes, c'est par rapport au fromage. Parce qu'on aime bien leur faire au goûter, soit au goûter, ils ont le choix entre le yaourt bio nature, ou le lait, ou le fromage. Et le fromage, en bio, il n'y a que les grosses firmes qui font du bio. Et sinon, et là on a choisi quand même cette préférence-là, plutôt de cibler sur, par exemple, du fromage de Lozère. Plutôt qu'à prendre un bio, vous voyez, type, je ne vais pas citer de nom, mais bon, il y en a beaucoup, peu importe. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple pour le fromage. Voilà. Merci. Du coup, pour en revenir sur la question de la protéine animale, vous avez posé beaucoup de questions sur la protéine animale, alors peut-être ça serait chouette qu'on fasse un point maintenant.
Donc vous êtes ici à l'invitation de La Belle Vie. La Belle Vie, de ce que j'en ai compris, fait aussi du plaidoyer au niveau national pour cette question de la quantité de protéines animales dans la réglementation, dans les structures de la petite enfance. Du coup, Perrine, est-ce que vous pourriez nous dire déjà où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette réglementation et jusqu'où on peut se permettre de s'en écarter? Et ensuite, très très concrètement, si on veut réduire la consommation de protéines animales, par quoi on la substitue, comment on diversifie, comment on s'y prend en fait concrètement? C'est une grosse question. On va commencer par la réglementation. Donc, en restauration collective, il y a plusieurs gros textes qui régissent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc vous en avez peut-être entendu parler, des choses comme l'arrêté de 2011 ou le GEMRCN, cette belle liste de lettres dont personne ne se souvient. Donc dans ces textes-là, en fait, on a des indications de fréquence de service, de différents types d'aliments, de portions en fonction des tranches d'âge, et les crèches sont inclus dans ces textes-là. Avec les dernières lois qui sont passées donc ces dernières années, sur la loi Egalim notamment, qui impose un service d'un repas végétarien ou végétalien, à base de protéines végétales ou animales, une fois par semaine dans la restauration scolaire. On avait déjà cette première entrée dans le menu végétarien, mais qui ne s'étendait pas nécessairement aux crèches. C'est-à-dire qu'il y a certaines structures qui l'ont fait parce que leur cuisine préparait les repas à la fois des scolaires et des crèches. Et donc, pour simplifier la vie de tout le monde, finalement, ils ont étendu ce repas végétarien hebdomadaire aux crèches. C'était avant que ce soit une possibilité légale, entre guillemets. Donc, on s'arrange un petit peu avec les textes. Avec la loi climat, on va avoir un petit peu plus de possibilités en termes de ce qu'on peut faire pour mettre des repas végétariens dans les crèches, c'est-à-dire que c'est une loi qui va toucher beaucoup plus de structures que les textes spécifiques de la restauration collective scolaire, donc pour de 3 ans jusqu'au lycée. Donc ces textes-là, ils ouvrent la possibilité, qui était jusqu'à présent fermée, de mettre des repas sans viande ou sans poisson, à la crèche notamment. Mais comment on fait concrètement? Parce que si vous avez une diététicienne par exemple qui vous aide à faire les menus, il y a des grandes chances que ces questions-là ne soient jamais venues dans ses études, et si elle n'a pas eu la curiosité ou l'envie d'aller chercher par elle-même comment faire, elle n'aura pas forcément une réponse à vous donner, et c'est possible que ça la perde un petit peu. Donc c'est pas de sa faute, c'est de la faute de ses études et de sa formation initiale qui est très incomplète sur ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est notre combat interprofessionnel diététique, mais on y bosse, Donc qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour faire des repas équilibrés pour les enfants en crèche, donc globalement entre 6 mois et 3 ans, sans viande, sans poisson, voire sans œufs, sans produits laitiers. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc il y a cette question de la qualité des protéines. C'est la suite de la question, c'est bien ça. Lesquelles sont nécessaires, de quoi est-ce qu'on peut se passer, voilà, donc tout ça c'est des questions qui sont très présentes, et puis on n'a pas envie de faire de boulettes avec les enfants parce qu'ils sont quand même en pleine croissance, c'est une période qui est clé dans leur vie, toute cette période de diversification alimentaire où on va leur présenter tout un tas de choses et on n'a pas envie de se planter, d'autant plus quand on est des professionnels de la petite enfance, c'est voilà, que les parents des fois gèrent comme ils peuvent et achètent la paix avec un nuggets ou une frite. Ok, on le fait tous, mais dans une structure, c'est important qu'on soit tous au clair sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on a plusieurs éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Déjà, d'une part, il y a les recommandations du Haut Conseil de santé publique qui ont été mises à jour pour l'alimentation des jeunes enfants en juin 2020. Donc, vous pouvez retrouver le texte en entier sur le site du Haut Conseil de santé publique. Il est très accessible, c'est pas du langage de scientifique perché, ça se lit très bien. Donc, dans ces recommandations-là, déjà, ça modifie pas mal de choses, notamment sur l'âge d'introduction des différents aliments.
Donc certains éléments qui étaient bloquants quand on voulait faire des repas végétariens, c'était le fait que les légumineuses devaient être introduites beaucoup plus tard, donc entre 15 et 18 mois. Maintenant, les légumineuses, on peut les introduire dès le début de la diversification, comme tous les autres aliments. Donc on n'a plus de limitation sur les âges d'introduction, on peut tout proposer dès le début. Et ça, concrètement, pour faire des menus pour les petits, ça simplifie quand même pas mal la vie. Une autre question qui se pose, du coup, c'est cette question de la qualité des protéines. Est-ce qu'il y a une différence entre la qualité des protéines d'origine animale et la qualité des protéines végétales? Ce qui ressort des données scientifiques qu'on a actuellement, donc il y a des très bonnes études qui sortent sur ces sujets depuis quelques années, des chercheurs qui s'intéressent vraiment à ces questions-là et qui ne sont pas forcément des personnes militantes, pro-végétariennes, etc., mais vraiment qui s'intéressent d'un point de vue scientifique à la qualité des protéines et qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé, et qui du coup nous montrent, donc avec leurs études et toutes les données qui ressortent de ces recherches, que les protéines végétales peuvent tout à fait combler tous les besoins en acides aminés essentiels des humains. La viande n'est pas la seule source de protéines de l'alimentation des humains. On peut tout à fait se passer des protéines animales et avoir quand même tous les acides aminés essentiels via les protéines végétales. Donc, quand on parle de qualité des protéines, on parle souvent des acides aminés limitants. Vous avez peut-être entendu parler de ça, et du fait que pour avoir des protéines végétales qui seraient de bonne qualité ou bien assimilées, il faudrait mélanger les céréales et les légumineuses. C'est des choses que vous avez sans doute entendues. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas indispensable. Donc, on peut le faire. Il y a des super recettes qui associent les deux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez des recettes avec, par exemple, du riz, des haricots rouges, du maïs, des choses comme ça, qui sont délicieuses. Ça marche bien, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez un repas où la source de protéines principale, c'est une légumineuse, eh bien, il y aura quand même suffisamment des différents acides aminés, juste avec cette légumineuse. Tout simplement parce que les protéines et les acides aminés essentiels, on en trouve dans tout. Les deux seuls aliments qui ne contiennent pas de protéines, c'est le sucre et l'huile. Donc si vous mangez suffisamment, avec suffisamment de variété, il y a assez de protéines. Et la question qui se pose pour les enfants, du coup, c'est pas tant est-ce qu'on va les priver de protéines de bonne qualité ou est-ce qu'on va leur donner trop peu de protéines en leur donnant des repas végétariens. Non, c'est plutôt actuellement les enfants consomment trop de protéines par rapport à leurs besoins. Globalement, on est sur une consommation qui est 2 fois supérieure à ce qu'il faudrait qu'un enfant en bas âge consomme. Leurs besoins en protéines sont vraiment très faibles et ils sont très vite atteints. Même avec des protéines végétales, donc des enfants qui sont végétariens ou végétaliens, peuvent avoir des apports nutritionnels qui sont tout à fait adéquats et des apports en protéines qui sont tout à fait suffisants, même avec uniquement des protéines d'origine végétale. Donc ça ouvre le champ des possibles sur ce qu'on peut faire en crèche, en termes de repas végétariens, voire végétaliens, c'est-à-dire sans œufs ou sans produits laitiers, parce que finalement, on peut avoir un repas qui est parfaitement équilibré, pas trop complexe à préparer, surtout si on a une cuisine sur place et qu'on n'a pas envie de faire 50 casseroles différentes pour avoir tous les petits éléments. La cuisine végétarienne ou végétalienne, elle peut être très simple, très savoureuse, appréciée des enfants et tout à fait adéquate sur le plan nutritionnel. Donc, ce qui va se poser comme question derrière, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer ça dans la réglementation. Actuellement, on a des obligations qui restent de servir de la viande, certains types de viande à un certain type de fréquence, etc. Avec les ouvertures qu'on a, donc avec les nouveaux textes de loi, on peut se permettre d'avoir 1 voire 2 repas végétariens par semaine. Ce qui est important aussi à garder en tête, c'est que ce que vous faites en termes de repas et en termes de fréquence de ces repas végétariens voire végétaliens, ça peut aussi répondre à une demande des usagers, c'est-à-dire les parents. Si vous avez des parents qui sont moteurs, qui veulent plus de végétariens, qui ne sont pas super branchés sur le fait qu'il y ait 2 fois de la viande ou du poisson par semaine et qui voudraient plus de végé, si ça répond à leur demande, vous pouvez aussi vous affranchir de certaines de ces obligations parce que la demande vient des usagers. Et donc vous pouvez répondre à vos usagers par ce biais. Donc je transmettrai après des
récapitulatif un petit peu plus précis des textes de loi et des fréquences, parce que c'est des chiffres, c'est chiant, donc on va passer à autre chose. Voilà, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, et d'un point de vue purement nutritionnel, c'est tout à fait possible de faire des repas qui sont tout à fait adaptés aux besoins des petits, même des tout petits de 6 mois, et des plus grands jusqu'à 3 ans, enfin les âges des publics qui sont accueillis en crèche, en faisant du végétarien, voire du végétalien. Le végétalien, c'est plus compliqué parce que le produit il reste quand même fortement ancré dans les réglementations, mais on peut le faire. Voilà. Merci. Alors maintenant qu'on voit qu'on peut le faire très concrètement sur le plan nutritionnel, ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure, Maxime, vous avez quand même évoqué le rôle justement de l'élevage pour produire du végétal. Et ça, c'est peut-être pas assez connu du grand public. On a en 2011 un rapporteur spécial dédié aux droits de l'alimentation des Nations Unies qui s'appelle Olivier de Schutter, qui avait produit un rapport qui disait que l'agroécologie pouvait totalement nourrir l'humanité. Mais on voit que dans les modèles, donc c'était des modèles effectivement de fermes en polyculture élevage, avec une commercialisation en circuit court ou même une transformation. En gros, ce que vous avez fait, vous, sur votre structure. Donc, très concrètement, Xavier Poux à Paris, un agronome qui était venu sur notre table ronde, nous disait aussi, en fait, on ne sait pas faire du végétal sans élevage. Et j'aimerais peut-être que, Maxime, vous nous apportiez votre éclairage là-dessus, pour montrer qu'aussi, c'est peut-être pas passer d'une extrême à une autre, mais comment est-ce qu'on trouve l'équilibre au sein de ces questions. Là, je vais essayer d'être négatif. En gros, aujourd'hui, l'agriculture, ce qu'on mange et pas ce qu'on mange, on est subventionné à deux choses. Parce que je ne parle pas d'agriculture biologique, je parle de la consommation. Tout ce que tout le monde mange dans le monde aujourd'hui, tous les jours, c'est subventionné. Je ne parle pas d'argent non plus, je parle subventionné à deux choses. C'est l'énergie. L'énergie, ça englobe beaucoup de choses. Il n'y a pas que les engrais dans l'énergie, il y a les transports, il y a tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup du pétrole. Même nous, aujourd'hui, on essaie d'avoir le modèle le plus résilient possible, on n'arrive pas à se faire du pétrole. Et l'autre, le deuxième volet sur lequel je veux parler, c'est le phosphate. Vous avez sûrement dû entendre parler du pic de pétrole, pardon. Ça commence à être un peu connu. Intéressez-vous au pic de phosphate. Le pic de phosphate, aujourd'hui, du coup, à peu près, donc, la part de bio en France, je crois que c'est 7 ou 8%. C'est-à-dire que tout le reste de ce qui est produit avec du phosphate qui vient de mines. Les plus grosses mines de phosphate, c'est la Chine et l'Algérie. Le pic de phosphate a été atteint il y a une trentaine d'années, et les productions diminuent. On aura un problème dans l'alimentation demain si on ne change rien, en fait. Avant le problème de pétrole, ça viendra de comment on nourrit les plantes. En fait, le phosphate, aujourd'hui dans la plante, c'est ce qui fait le fruit, c'est ce qui fait les racines. Si demain une plante n'a plus de racines, elle a beaucoup de mal à faire de fruits, on risque d'avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, comment on récupère du phosphate et comment on se passe de l'énergie, l'animal, c'est le meilleur moyen. Je ne suis absolument pas contre le véganisme, mais aujourd'hui, en fait, j'ai pas de moyen de nourrir mes plantes, en fait, pour renourrir les humains derrière, dans la limite de place qu'on a aujourd'hui sur Terre. Ou alors il faudra drastiquement réduire le nombre d'humains sur Terre, d'un ordre 4-5 ans. L'animal, en fait, en mangeant, en fait, va concentrer. C'est un principe en biologie qui s'appelle la bioaccumulation. Ça fait comme une pyramide comme ça, et celui qui est le plus en haut, en fait, va accumuler le plus de choses, en fait. Du coup, l'animal, en mangeant, va vraiment faire une vache. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez combien il faut d'hectares pour une vache. En Provence, il faut 1,2 hectare. Dans le nord de la France, il faut 1 hectare. Parce en France, du coup, quand il fait un peu plus sec, il faut un peu plus d'espace pour faire une vache. Et du coup, elle va accumuler dans son organisme, en fait, les phosphates, les potassiums, l'azote de ce qu'il y a sur cet hectare-là. On va concentrer et du coup, sa déjection, en fait, on pourra la réutiliser pour produire des légumes. Un autre élément, ça pourrait être de réutiliser les déjections humaines. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, du coup, on incinère, tout part, pour Marseille, je vous donne l'exemple,
Tout part sous le stade Vélodrome, c'est trié, tous les sels et tous les sels, pas les sels humains, hein, les sels minéraux, pardon, sont réunis, ça fait une espèce de matière grise, ensuite c'est envoyé à l'incinérateur à Fos. On brûle une matière première, avec tous les autres problèmes que ça va soulever derrière. Aujourd'hui, il y a plein d'hormones dans les sels dont on ne sait pas quoi faire. Ça crée il y a de plus en plus de poissons femelles, par exemple. Il y a plein de produits comme ça qu'on ne sait pas, dont on ne sait pas se défaire. C'est pas très réjouissant. Mais du coup, on essaye de former un maximum de gens en fait, à l'agriculture qu'on fait en fait, pour qu'on puisse demain produire une alimentation qui se passe au maximum de l'énergie et qui se passe au maximum des phosphates, quoi. Merci. Du coup, effectivement, quand on regarde, on voit qu'il y a quand même une complexité qui nous amène à penser que nos problématiques, elles sont d'ordre systémique et qu'on ne pourra y répondre que de manière systémique. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde vos questions, vous avez posé beaucoup de questions d'ordre systémique, en fait. Quand voilà, l'heure passe, du coup, je me permets de ne pas les poser une à une, mais on va avoir un échange avec la salle, donc vous aurez l'occasion de le faire. Mais quand vous demandez comment produire en fonction des besoins et en limitant la production de masse, c'est-à-dire comment répondre au nombre que nous sommes dans l'humanité, produire massivement sans être en conventionnel, on voit bien qu'on est dans des questions systémiques. Et quand vous dites comment limiter les déplacements pour les livraisons de marchandises, on voit bien qu'on est aussi dans quelque chose de systémique. Il y a quand même un chiffre qui est important de regarder dans cette question systémique, c'est que 40% de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Donc il y a un problème de nombre peut-être au niveau de l'humanité, il y a un problème de système, il y a un problème d'organisation. Donc ce que peut-être vous pouvez commencer à retenir, c'est qu'il y a un immense problème avec l'agriculture conventionnelle, avec la démesure dans l'usage du carnet et d'une alimentation animale, qu'il y a plein de gens qui travaillent, qui expérimentent d'autres manières de faire. On commence à savoir comment faire. Et peut-être, Christine, avant de passer ensuite à des questions-réponses beaucoup plus précises, il y a une vraie envie de savoir en fait comment on sensibilise, comment on embarque avec soi quand on a envie d'entrer dans l'action. Là, vous allez aller chez vous, dans vos crèches, vous allez en parler à vos collègues, peut-être à votre directrice. Ok, ça y est, tout le monde a envie d'y aller, mais et les parents ? Et les partenaires, et les institutions, comment est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là pour essayer, au moins, on ne va pas sauver le monde à nous tout seuls, hein, ni dans les crèches, ni rien, mais se mettre en chemin, comme nous le disait Claire en introduction. Comment on mobilise autour de soi? Alors, mobiliser autour de soi les parents, je pense que les jeunes parents, parce qu'en général on a des jeunes parents, à partir du moment où déjà lors de l'inscription on les sensibilise par rapport à l'engagement et à la démarche et à ce que nous proposons en alimentation, ils sont très sensibles et ils sont très intéressés malgré ce que certains peuvent imaginer. Après, dans toutes les transmissions que nous faisons oralement sur les contenus du repas, sur quand certains parents disent mais quand le soir il rentre, il a très faim, et quand on creuse un peu, mais alors qu'est-ce que vous lui proposez? Ben, il va au placard à biscuits, vous voyez, plein de ce genre de choses. Alors après on échange avec les parents, peut-être est-ce qu'il c'est pas qu'il a fait, est-ce que ce sont les retrouvailles, est-ce qu'il n'y a pas par exemple plutôt un fruit, est-ce qu'il est peut-être c'est parce qu'il a envie de vous retrouver, d'être avec vous pendant que vous faites le repas, ce genre de choses. Donc c'est le lien direct qu'on a avec les familles et ça, nos producteurs aussi, puisque c'est vrai que par exemple le jardin de réinsertion, il va aussi aux particuliers, donc on donne aussi ces coordonnées-là, et ça petit à petit, je pense que ça fait son petit chemin. Et puis on est en train de construire aussi un petit classeur de recettes. Donc ben, voilà, cette petite tarte à la courge et au poisson, ben, ils se sont régalés. Regardez, vous allez le retrouver dans ce classeur de recettes. Et puis on fait aussi une petite, ces petits calendriers à chaque fois qu'on fait. La secrétaire fait une sorte de petit newsletter, c'est un peu prétentieux, mais qu'on envoie aux familles. Et il y a toujours les légumes du mois, avec parfois la recette du mois. Après, quand la question c'était par rapport aux prestataires, nous n'en avons pas. Donc ça, je pense que c'est un petit peu plus peut-être compliqué. Mais moi, je me dis peut-être si vraiment on ne peut pas changer le prestataire, parce que je pense que des fois c'est compliqué ou pas tout de suite. Si les familles se sont sensibilisées, peut-être qu'ils peuvent aussi faire quelque chose.
Mais comment agir avec un prestataire? Parce que je me dis peut-être, si déjà on réduit le gaspillage alimentaire par rapport aux prestataires, si qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Est-ce qu'on a des poules? Est-ce que le personnel le récupère? Est-ce que c'est déjà ça? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un impact sur le goûter? Il n'y a peut-être pas de prestataire, donc peut-être qu'on peut déjà, dans la structure, agir sur les temps de goûter. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, parce que c'est souvent que le repas de midi. Donc, qu'est-ce que je peux acheter? Peut-être à ce moment-là plus de fruits bio, plus de laitage bio. Par exemple, aux anniversaires aussi. Comment est-ce que je peux partager des moments pour que les enfants puissent se fabriquer avec des éléments, on va dire, plus naturels peut-être, moins industriels? Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Merci. Oui, c'est ça. Peut-être aussi mobiliser, je ne sais pas, dans les territoires, peut-être que monter une pétition, montrer à quel point vous êtes nombreux à vouloir que ça change et l'adresser aux prestataires. Comme Thomas n'a pas encore crié sur les 40, j'en profite pour poser une toute dernière question avant que ce soit vous qui les posiez directement. Hein, c'est bon? Comment on se forme en fait, finalement, quand on veut se former à une alimentation végétarienne? Là, elles ont envie de rentrer, mais admettons, on ne sait pas faire. Admettons qu'il y ait une cuisinière, là, en rentrant, qui a envie. Comment on fait, Perrine? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, pour mobiliser les parents, les informer, être ouvert sur ce qu'on fait avec eux, leur partager un maximum, montrer l'exemple, c'est une chose qui fonctionne bien. Et ça peut passer aussi justement par la formation sur place. Donc, il y a de plus en plus de formations, si vous avez quelqu'un qui cuisine sur place. Donc là, c'est le top, situation parfaite. Il y a une formation qui est complètement en ligne, qui est proposée par une association qui s'appelle Assiette Végétale, à la cuisine végétalienne, qui est très intéressante, qui peut être une première piste. Si vous voulez vous former plus sur des questions de qu'est-ce qui se passe au niveau de la réglementation, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc., pas le droit, il y a des choses qui sont mises en place par le CNFPT notamment. Donc alors, je ne me souviens plus du cycle, mais en gros, c'est le centre de formation pour la fonction publique territoriale. Vous pouvez vous inscrire sur leur site, même si vous n'êtes pas fonction publique territoriale, et ils ont des informations. Il y a une e-communauté qui est très riche, notamment sur l'alimentation et la restauration collective, où vous pouvez trouver des infos sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a des webinaires, des documents qui sont partagés régulièrement. Le site est un peu compliqué à naviguer au premier abord, mais une fois que vous êtes dedans et que vous avez trouvé où sont les infos, il y a plein de choses super intéressantes. Après, en termes de formation, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est solliciter les personnes qui ont le budget et qui gèrent les fils de la bourse et qui vont pouvoir faire venir quelqu'un sur place. Donc que ce soit une formation plus théorique, par exemple avec une diététicienne qui va venir vous expliquer comment faire, pourquoi, quels sont les enjeux, etc. et vous donner toutes les clés pour que vous puissiez après bien mettre les choses en place dans votre structure, ou que vous puissiez communiquer avec les parents, par exemple, ou sur des formations plus pratiques de cuisine. Là, vous pouvez avoir une formation pour justement apprendre à faire des bons repas végés pour les enfants. Donc ça, c'est les deux volets, on va dire, entre la pratique et la théorie. Il y a des ressources et je transmettrai des liens et des choses pour que vous puissiez avoir ce catalogue de ressources. Si vous voulez juste avoir déjà des infos écrites sur qu'est-ce qui est possible et pas possible de faire en termes de réglementation, il y a tous les documents qui ont été créés suite à la loi Egalim par le Conseil national de la restauration collective. Donc ça reste très général. C'est parfaitement dans le cadre de la loi, donc si vous respectez ça à la lettre, vous êtes parfaitement dans les clous et tout va bien. Et ces documents-là, ils sont disponibles donc sur un site dont j'ai oublié le nom, mais si vous cherchez dans Google c'est quoi, Conseil national? Je me souviens plus. Les sigles se tuent aujourd'hui. Voilà, le CNRC. CNRC, ça ne ressort pas dans Google, c'est une autre organisation qui ressort. Mais je crois que c'est le Conseil national de la restauration collective.
vous pouvez retrouver par une suite de liens le site. De toute façon, je transmettrai le lien à Thomas qui vous enverra tout ça pour que vous puissiez retrouver donc, les documents qui ont été créés par les groupes de travail de nutrition notamment et d'approvisionnement pour aider les structures à mettre en place les demandes de la loi Egalim notamment. Donc là, vous avez des infos aussi théoriques. Et si vous voulez de la formation, faites pression pour débloquer des budgets et avoir des gens qui se déplacent. Je pense que c'est le plus intéressant parce que vous pouvez avoir déjà quelqu'un en face à face et c'est toujours plus pratique qu'une formation en ligne, je trouve, même si le format en ligne c'est très pratique en temps de pandémie. Et puis vous pouvez avoir éventuellement une intervention auprès des parents, des échanges, des choses riches qui font vraiment monter en compétence toutes les personnes de la structure, pas seulement les personnes qui travaillent, mais aussi les usagers, et du coup créer une dynamique et un discours qui va être plus porteur pour la suite. Je note mes devoirs, je vais plein de liens à travailler. Merci. Et du coup, en même titre de ce que Perrine vient de vous dire sur la formation, je pense que c'est important aussi de se dire de ne pas rester seul et de ne pas raisonner toujours à l'échelle de sa propre structure. Je vous apprends rien, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes quand même dans un réseau. Mais parfois sur un territoire, une structure peut pas, mais 2-3 structures peuvent se mettre à créer une cantine collective et embaucher un cuisinier. Puis peut-être faire travailler de manière plus spécifique un paysan ou une ferme du coin. Débloquer des financements pour que la formation profite à plusieurs, etc. Donc voilà, se relier en fait dans des dynamiques territoriales, ça paraît aussi très important. Donc l'heure est venue maintenant pour vous de poser directement vos questions, de presser nos intervenants, tirer tout le jus que vous pouvez en tirer avant qu'ils repartent. On peut soit faire passer le micro, soit vous pouvez, ceux qui ont une vraie belle voix, parler comme ça. C'est mieux que le micro. Wow. Vous êtes somnés, vous êtes endormis, vous êtes rassasiés. Mais après, je peux continuer dans les questions que vous aviez écrites de manière plus spécifique, mais on a quand même fait pas mal le tour. On n'a pas parlé de contenants alimentaires. Ça vous intéresse? Allez. On y va. On n'a pas parlé de contenants alimentaires et c'est vrai que je me dis que qu'on est un prestataire ou pas, il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose d'idéal ou pas. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire à la crèche, c'est de remplacer progressivement le plastique à mesure qu'il était abîmé ou quand il a fallu changer le matériel. Alors le verre, on a fait des essais, malheureusement, comme on n'a pas de section pas très concluante chez nous en tout cas. Il y en a qui l'utilisent, je sais, des petits verres. Par contre, pour tout ce qui est plat de dessert, tout est au moins dans du verre. Et puis, au lieu du Tefal, ce genre de choses, peut-être favoriser au moins l'inox. Pour tout ce qui est pour les enfants, les biberons en verre tant qu'ils peuvent, tant qu'on peut, même pour les plus petits, pour le réchauffage, on le prépare d'abord dans un biberon en verre, au moins pour réchauffer. Au lieu du micro-ondes, de privilégier plutôt le bain-marie quand un enfant est endormi, par exemple, pour le laisser à température. Et petit plateau, alors ce qu'on a fait nous, c'est le choix de petits plateaux en inox. C'est peut-être pas idéal l'inox, je sais pas ce qu'en pensent certains, peut-être qu'il y en a qui font autrement. Entre le plastique et l'inox, je pense que c'est quand même mieux l'inox. Un petit plateau, comme ça, ils peuvent avoir des fois tout dans l'assiette. Ça permet pour les plus petits d'attendre quand on a comme nous des enfants d'âge différents. Et on donne tout, que ce soit du fruit au reste. Et c'est vrai que des fois, ça permet d'attendre. Et je pense que le contenant, c'est aussi important. Moi, j'ai une question par rapport aux produits laitiers, justement, quand on a parlé là, tout ce qu'on nous a dit là sur les petits groupes là, qui se sont déplacés, on parle aussi des produits laitiers là-dedans, des conséquences des élevages sur les produits laitiers, parce qu'on a beaucoup parlé de viande dans les repas, mais les produits laitiers, qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on n'en donne pas trop? Au niveau environnemental ou sanitaire? Les deux, pour les enfants et environnemental. D'accord. Ça, c'est une question pour Perrine. Alors,
Alors, sur la partie environnementale, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je vais faire une réponse très générale. Mais une vache qu'on élève pour produire de la viande ou une vache qu'on élève pour produire du lait, elle mange beaucoup, elle boit beaucoup et elle a un impact. Donc, il y a un impact. À quel niveau de comparaison par rapport à la viande, je ne saurais pas vous dire, parce que voilà, c'est pas ma partie. Mais effectivement, les produits laitiers ont un impact au même titre que la viande sur l'environnement. En termes de santé, en fait, c'est comme pour tous les autres aliments. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aliment qui est absolument indispensable en lui-même. C'est-à-dire qu'on peut ne pas consommer de produits laitiers et trouver tous les apports nutritionnels qu'on trouve dans les produits laitiers dans d'autres aliments, de la même façon qu'on peut ne pas manger de brocoli et trouver tous les apports nutritionnels du brocoli dans autre chose. C'est juste une question de répartition sur le reste. C'est-à-dire que si on souhaite que les enfants consomment des produits laitiers, on peut leur en donner. On a des recommandations de limites hautes, c'est-à-dire en ce moment on est autour de 3 produits laitiers par jour. 3 produits laitiers par jour, c'est vite fait. Entre par exemple un biberon du matin, un yaourt au repas et puis un morceau de fromage, finalement on a vite un yaourt de plus dans la journée. Ça va très vite pour avoir des quantités de produits laitiers qui sont au-dessus des recommandations. Donc ça peut être problématique parce que pas tant pour le produit laitier en lui-même, mais plus pour quelle place cet aliment occupe qui aurait pu être occupé par un autre aliment. Par exemple, est-ce que cette place, elle aurait pu être occupée par exemple par un fruit ou davantage de légumes ou d'autres sources d'alimentation. Donc voilà. Comment est-ce que le reste se rééquilibre? Mais si on veut en manger, on peut. On n'est pas obligé d'en manger 3 par jour ou 2 par jour pour les adultes. La recommandation, c'est 2 pour les grands. On peut en manger 0. C'est possible. Ce qui compte, c'est de retrouver d'autres apports. Donc, les principaux intérêts, on va dire, des produits laitiers au niveau nutritionnel, ça va être le calcium, les protéines. De retrouver ça dans d'autres aliments. Donc, ça se trouve dans d'autres types de protéines végétales, céréales, légumineuses, noix, etc. Et pour le calcium, on en trouve dans plein d'aliments, notamment les légumineuses, les noix, les graines, etc. Dans beaucoup de légumes, notamment les légumes verts. Le chou chinois, par exemple, c'est super rentable en termes de nutrition, de nombre de plats qu'on fait avec un chou chinois, l'apport en calcium, etc. C'est un légume qui tient bien et sur lequel on peut manger plusieurs fois. Donc c'est bon plan budget. Et donc ces nutriments-là, on peut les trouver ailleurs que dans les produits laitiers. Donc, si on en veut, c'est cool. Si on n'en veut pas, c'est cool aussi. Ouais, voilà, Sur le côté environnement, en fait, dans l'idéal, il faudrait du coup boire du lait ou alors manger de la viande que de vaches qui ont été élevées sur la pâture. Parce qu'une vache, c'est fait pour manger de l'herbe. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas quelle est la proportion, mais je pense qu'on ne doit pas être loin des 90%, il y a des bovins qui mangent des céréales. C'est pas fait pour manger des céréales, en fait. Du coup, ça produit du méthane parce que ça n'a pas bien digéré, du coup. Voilà, donc. Mais je me mets au défi de trouver un produit laitier ou un truc étiqueté. Voilà, aujourd'hui on ne peut pas le savoir. À moins de connecter directement les deux, par contre, on revient toujours à la même. On revient toujours sur ça. Et puis du coup, avec cette question que vous évoquiez de la traçabilité, c'est-à-dire que même si vous avez un petit éleveur avec des vaches qui sont sur une pâture et qui produisent des yaourts, vous pouvez être dans une problématique où la traçabilité ne sera pas suffisante pour correspondre aux attentes de la réglementation de la crèche. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas de petite enfance et de personnes âgées, parce que je parle sur la partie traiteur. On vend du produit brut, mais on ne fait pas de produits transformés pour la petite enfance et pour le grand âge. Parce que en fait, le cahier des charges fait que du coup, par exemple, les œufs, on ne peut pas. Il faudrait qu'on ait un labo spécial pour séparer les blancs des jaunes, les mettre dans des seaux en plastique. Le cahier des charges en fait, de ce qu'on produit en fait, n'est pas compatible avec le cahier des charges petite enfance. En fait. Pour compléter sur la partie environnementale, effectivement, moi j'ai pas connaissance de chiffres qui scindent le laitier et la viande. En revanche, les impacts sont de l'ordre du changement climatique. On parlait de la méthanisation, c'est-à-dire que l'émission de gaz à effet de serre liée à l'agriculture est assez phénoménale.
On a aussi des phénomènes de déforestation pour produire ces fameuses céréales qui vont ensuite alimenter nos animaux. On sait aussi que du coup, une immense partie de la déforestation mondiale est liée donc à l'agriculture. Excusez-moi, j'ai perdu totalement le fil. Oui, et on sait aussi que la perte de la biodiversité, cette fameuse 6e extinction de masse dont on vous parlait tout à l'heure, est liée en majorité à la perte des habitats. Et on pense que, intuitivement, on pourrait dire que c'est l'urbanisation qui va causer la première cause de perte d'habitat des animaux sauvages. Non, ça va être notre agriculture. Donc voilà, à peu près, on a aussi les pollutions de l'eau. Là, tout à l'heure, on m'a donné un chiffre sur l'eau mondiale qui était utilisée pour l'agriculture. Donc en fait, on va dire que l'agriculture est vraiment le levier prioritaire sur lequel... et la bonne nouvelle, c'est qu'on mange plusieurs fois par jour, on peut tous agir très 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 concrètement au quotidien, même si, évidemment, si on se mettait tous à manger bio local d'un coup, il n'y aurait peut-être pas. Maintenant, il y a un témoignage de nombre d'installations aussi ces dernières années qui sont en train de se développer sans attendre que ça arrive d'en haut. S'il y a des questions, ça peut être aussi des témoignages, des réflexions. On n'est pas obligé d'être que dans la question. Si vous avez envie d'apporter un témoignage, vous êtes les bienvenus aussi. Alors, je veux dire, moi, je suis très contente de ne pas être en crèche et de ne pas être soumise à tout ce genre de choses. Parce que je vais chez mon maraîcher qui est à 150 mètres de la maison, avec que des produits locaux. Donc l'hiver, effectivement, c'est très mort, mais on arrive à faire. J'ai mon potager, j'ai les pêcheurs locaux sur place et mon agneau vient de Sisteron. Donc j'arrive à me débrouiller et je n'ai pas de contrainte. Enfin, si, j'ai une obligation de moyens et de résultats sur la santé des enfants que j'accueille, mais je ne suis pas du tout soumise à toutes ces normes. Et je peux utiliser des œufs sans avoir de traçabilité derrière, du moment que je les sépare avant et que je les intègre ensuite. Et quand l'offre n'existe pas, il y a aussi le levier des élus. Si vous sentez que vous êtes dans des communes où peut-être ces sujets-là sont importants, j'aime bien citer l'exemple de Montsartou. J'ai été là-bas à un salon du livre récemment. J'ai un peu halluciné, là, ce sont vraiment les élus qui ont décidé de louer des terres et d'installer des paysans pour répondre à la restauration collective sur place. Donc c'est possible, même quand on est soumis à des réglementations. Effectivement, ça ne remplace pas cette liberté-là dont vous parlez, mais il y a quand même des moyens et effectivement, le rôle des élus, c'est peut-être aussi bien d'aller taper à leur porte. Comme disait Claire en introduction, vous êtes en train de préparer l'avenir quand même avec tous ces enfants. Est-ce qu'il y a d'autres... témoignages, questions? Ouais. Moi j'avais une interrogation, c'est sur du coup la fin du repas, sur le gaspillage, savoir s'il y avait des pratiques qui pouvaient nous aider à moins gaspiller du coup, parce que c'est vrai qu'en crèche, à la fin du repas on jette quand même beaucoup de nourriture et ça fait un peu peur. Christine, comment vous faites vous chez vous? Enfin, chez vous dans la crèche. J'ai bien compris. Déjà, alors c'est peut-être plus facile que par rapport au prestataire, si on peut dire plus facile. On réajuste en fonction des enfants qui sont absents ou présents. On réajuste jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on sait qu'un enfant ne vient pas, et ben on réajuste la quantité de repas puisqu'on le fait sur place. Sauf bien sûr s'il y avait du poisson, il est déjà sorti, bon. Mais ça, on arrive à essayer de moins gaspiller. Ensuite, on ne met pas des grosses quantités dans les assiettes et on va plutôt, puisqu'il y a toujours une adulte qui est référente à la table, et c'est ce qu'elle a donné, et après, comme ça, elle va ajuster la quantité. Donc, on est bien les enfants aussi, on a l'habitude de leur appétit. Si on sait que pour les enfants qui mangent moins, on ne va pas donner une pleine assiette, par exemple, ce genre de choses, parce qu'on sait qu'il vaut mieux le resservir, cet enfant-là. Et puis bien évidemment qu'il y a des fois des restes, et bien c'est là où on va séparer entre les poules et entre le compost. Comme ça fait déjà du coup tout part quasiment. Hein. Après on a quand même un petit tupperware en verre où si vraiment il y a un repas qui reste, on le met dans la salle du personnel pour que celui qui mange ne soit pas quand même... on ne jette jamais à vrai dire. On jette jamais. Mais c'est vrai, réajuster en fonction des absents. Les prestataires, c'est peut-être plus compliqué, parce que c'est la veille. Maxime, en tant que traiteur, est-ce que vous voulez apporter un témoignage sur le gaspillage?
Alors nous, sur le traiteur, quand il y a des restes, en fait, soit on arrive à être assez bon. Et quand il y a des restes, en fait, l'avantage c'est qu'on est dans une grande ville, il y a beaucoup de gens dehors, et en fait, sur la sortie de l'événement, en fait, systématiquement, on donne. Là, le dernier exemple que j'ai en tête, c'était il y a 15 jours, on avait un événement pour les Mutuelles du Soleil au MUSAM, et du coup, tous les sans-abri en fait de la place des Jurette ont super bien mangé. C'est super. Merci, ça me fait bouger. Ben, nous, du coup, on est une grosse structure, donc on est un prestataire qui est bio quand même, il y a beaucoup de monde, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Mais on jette quand même énormément, même si on essaye, le personnel en tout cas, quand on voit qu'il reste quoi, même si on a apporté à manger ce jour-là, peut-être qu'on va manger ce qu'il y a à manger à la crèche du coup pour pas jeter, mais on jette énormément, on n'a pas de poule après, enfin je sais pas du tout comment on peut faire pour réduire ça et on jette énormément. Est-ce que c'est qu'il y a trop de repas par rapport aux enfants ou trop de quantité par enfant? Je sais pas. Je peux pas vous répondre parce qu'on est une diététicienne aussi qui normalement mesure quantité crèche quoi, qui mesure la quantité exacte et tout, mais je sais pas. Je pense pas qu'il y a trop. Non, je pense pas qu'il y ait trop de quantité. Je pense qu'il y a des quantités, mais des fois il y a des absents et voilà. Oui, ça peut réajuster. On ne peut pas réajuster parce qu'en fait ils ont reçu tout près. Je crois que c'est dans des poches sous vide. C'est ça. Voilà. Mais nous, je crois pas que ce soit. Je crois que c'est tous les 2 jours. Il me semble que c'est tous les 2 jours, nous, qu'on les a. Ah oui, 2 semaines à l'avance. Ah oui. Donc, ouais. Donc, du coup, c'est pas possible, on peut pas réajuster. En fait, s'il y a une épidémie gastro et qu'il y en a 8 qui sont pas là, voilà. On n'est pas autorisé à les mettre en salle de repos. On n'est pas autorisé à amener les repas en salle de repos pour les manger. Si on veut manger, on mange en même temps que les enfants. C'est pas forcément autorisé. Donc du coup, c'est censé tout aller à la poubelle, quoi. On n'a rien derrière pour récupérer les restes. Et des fois, ça donne beaucoup de restes. Ah oui, quand on voit la poubelle. Donc là, il y a un travail avec le prestataire, j'imagine, parce que c'est un peu différent. Mais à l'école de mon fils, on appelle tous les matins. Si jamais il est absent, ils appellent tout de suite le prestataire et le prestataire ajuste sur le champ le nombre de repas. Ouais. Peut-être que. Je pense que en fait, c'est les poches qui sont faites. Peut-être une semaine sur l'autre, du coup. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, c'est le prestataire qui peut agir. On n'a pas de marge de manœuvre. Est-ce qu'il y a d'autres exemples par rapport à ça, d'autres prestataires qui fonctionneraient différemment Je crois pas. Nous, on fonctionne aussi avec un prestataire et on a une marge, donc on commande les repas une semaine à l'avance et on a 48 heures parce qu'ils nous livrent toutes les 48 heures. Donc on a 48 heures avant la livraison pour pouvoir annuler les repas ou pas. Mais au début, on avait une semaine et c'est parce qu'on a négocié avec eux qu'on a fini par avoir 48 heures pour dire on enlève tant de repas parce qu'il y a tant d'absents. Avec les Non. Et Perrine, est-ce que c'est réglementaire parce que moi je vis en Ardèche, donc des fois on s'autorise des choses, mais je sais que la personne qui s'occupe de la récréation, elle retransforme elle-même des restes qu'elle sert au goûter aux enfants. Non, hein? Ok, oubliez. Non, c'est parce que c'est en Ardèche et que c'est dans tout. Ouais, ok, ça va. Voilà. Mais en vrai, effectivement, ce qui a été apporté sur la table, si ce n'est pas consommé, ça doit partir à la poubelle. Ça, c'est la règle. Effectivement, c'est très compliqué pour les adultes aussi de prendre les autres repas, s'il y a des restes. Il y a tout un tas de réglementations qui sont stupides. Hein. C'est toute la problématique de faire fonctionner des grosses collectivités. Il faut qu'il y ait des règles pour éviter qu'il y ait des dérives et limiter les prises de risques, etc. Mais ça implique aussi qu'il y a des conséquences qui sont pas fun, comme des grosses quantités de gaspillage. Donc, ce qui est possible, par exemple, c'est si vous avez des fruits bruts qui vous ont été livrés par votre prestataire et qui ne sont pas mûrs et que vous n'allez pas les servir super durs, vous pouvez
attendre 2-3 jours et voilà, ça c'est possible. Parce que pour le coup, c'est pas une barquette ou un sachet sous vide que vous avez ouvert et du coup là c'est foutu. Vous pouvez faire une rotation sur les desserts ou sur certains éléments comme ça pour vous permettre de limiter un peu le gaspillage. Encore que c'est pas toujours possible si effectivement vous avez des délais de livraison, des dates de péremption qui peuvent être un peu courtes des fois sur des produits laitiers, enfin bref, il y a tout un tas de problématiques. Une chose qui est possible, c'est que si vous constatez effectivement que les quantités qui vous sont livrées par votre prestataire, même quand vous êtes en plein effectif, que tout le monde est là, que tout le monde a bien mangé, que personne n'avait le nez bouché, pas trop d'appétit, etc., qu'il en reste et que c'est trop, s'il y a des choses particulièrement, par exemple sur la viande, c'est arrivé dans des structures que j'ai suivies où il y avait toujours, par exemple, 2 barquettes avec la viande préparée, et en fait, ils allaient au bout de la première, mais la deuxième, ils ne la touchaient pas et elle partait à la poubelle. Du coup, cette structure a demandé à ce que le prestataire ne livre et donc ne facture que la moitié de la quantité de viande. Parce que le public qui était accueilli, donc il y avait certains enfants qui mangeaient de la viande, d'autres pas, mais la viande était servie quoi qu'il arrive. Enfin, livrée en tout cas. Donc, pour éviter ce gaspillage-là, il y a eu un échange justement entre les responsables de la structure et le prestataire pour dire là, ce que vous nous livrez, c'est pas adapté à nos besoins, donc donnez-en moins. Nous, on vous paye ce que vous nous donnez, ça ne fait pas de gaspillage chez nous, ça ne fait pas de gaspillage chez vous. Parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire que quand vous arrivez effectivement à négocier, d'annuler des repas dans un délai plus court, peut-être que la production elle est déjà faite. Donc vous n'avez pas de gaspillage sur place, et le gaspillage peut-être qu'il a lieu dans la cuisine. Donc plus on a de flexibilité et de temps, de facilité à annuler sur des temps courts parce que la production est rapprochée du moment de la consommation, et bien mieux c'est parce qu'on peut vraiment ajuster en fonction de qui est là, qui n'est pas là, les quantités dont on va avoir besoin. Mais quand on est sur des temps plus longs, eh bien, effectivement, c'est bien d'avoir peut-être de la marge de manœuvre sur les desserts, les entrées, des éléments qui peuvent ne pas être servis et du coup être gardés pour plus tard, ou qui peuvent être plus facilement annulés sans qu'il y ait de perte ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, c'est des ajustements que vous pouvez faire au cas par cas avec vos structures et il ne faut pas hésiter à solliciter, notamment au niveau des mairies, les personnes qui gèrent le contrat de marché avec votre prestataire, et de vous renseigner sur à quelle date est-ce que ce marché arrive à expiration, quand est-ce qu'il va être renouvelé, quel va être le nouveau cahier des charges, et comment est-ce que vous pouvez justement vous impliquer dans la rédaction du prochain contrat de marché pour peut-être avoir quelqu'un d'un peu mieux, qui correspond mieux à vos valeurs, ou qui peut cuisiner sur des délais, disons pour faire la production à un moment qui est plus proche du temps de la consommation, et donc avec plus de flexibilité pour éviter d'avoir des quantités livrées qui sont trop importantes et qui risquent d'être gaspillées. Donc ça, après, c'est vraiment la partie politique de votre travail, qui est en plus de la journée de travail normale. Et si vous reste de l'énergie et du temps pour le faire, c'est bien. Mais vous flagellez pas si vous n'y arrivez pas. Voilà. Mais si vous avez cette énergie-là d'aller prendre contact avec la mairie, avec les personnes qui s'occupent de la restauration, des contrats de marché, ou quelle que soit l'instance qui gère le prestataire, vous êtes les clients de ce prestataire et vous avez le droit aussi d'émettre vos demandes et vos souhaits vis-à-vis de ce qui vous est servi. Donc si vous pouvez le faire et si vous avez le temps et l'énergie de vous renseigner sur où sont prises ces décisions-là, comment est-ce que vous pouvez participer aux commissions de menu, aux plans d'action sur le territoire, des choses qui sont mises en place localement, faites-le et offrez-vous un bon café et des bonnes petites pâtisseries après pour vous charger de vous mettre. Commission des menus, apparemment, les sociétés, on ne peut pas y aller. Je vais demander plusieurs fois, mais c'est pas possible. Normalement, vous pouvez y accéder. S'ils ne veulent pas, vous êtes les usagers. Vous avez le droit d'avoir des représentants dans les commissions de menu. Et puis, il y a la cuisine un peu, la cuisinière, la directrice de la douane, l'élu, enfin pas l'élu, mais le chef de service, là, plus et vous pouvez transmettre des informations, par exemple, à la diététicienne. Oui, on peut transmettre des informations. Mais vous ne pouvez pas être là. Viens lui dire en face, moi. Je comprends. Voilà. Je comprends. Mais essayez de récupérer les mails, mettez les gens en copie quand vous faites ce genre de demande. Oui, non, mais je sais. Mais j'ai des choses à vous dire, même si elle est super. On a le droit d'avoir des choses à dire aux diététiciens.
Voilà, n'hésitez pas hein, à leur dire que vous n'êtes pas content. Mais vraiment, faites ces demandes-là, insistez, vous faites partie des usagers. Si vous pouvez avoir un représentant, ou voilà, comme un représentant des parents d'élèves en fait, mais un représentant des structures qui bénéficient du service de ce prestataire-là, envoyez avec en copie les gens de la mairie et demandez, insistez. Si on ne demande pas et si on n'est pas chiant, enfin, concrètement il faut le dire, mais il faut aller encore plus. N'hésitez pas. Vraiment, c'est comme ça qu'après, une fois que vous êtes dans ce groupe de discussion-là, que vous pouvez avoir un impact. Si on vous ferme la porte et qu'on vous dit non mais c'est bon, on gère notre truc dans notre coin avec les petits élus qui sont déjà tous d'accord, les décisions sont prises avant la réunion, etc. Il n'y a rien qui va avancer au niveau des usagers. N'hésitez pas à vous rendre désagréable et à vraiment insister à mettre un maximum de personnes en copie dans vos demandes pour que ce soit su au niveau local que vous voulez participer, que vous avez des idées et des choses à proposer. Que vous venez pas que pour râler, hein, parce que ça c'est pas cool, mais que vous avez des choses à proposer et que vous aimeriez pouvoir participer à ces réunions-là parce que c'est important, parce que pour la qualité de votre travail et l'accueil des enfants, la qualité de l'alimentation des enfants, c'est la corde sensible, hein, allez-y. Mais on a le droit, donc c'est vous avez le droit. Non, mais de toute façon, même si vous ne pouvez pas y assister, il faut qu'ils vous envoient des comptes rendus. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe dans cette réunion-là, ça vous concerne directement. Insistez, demandez. Je pense que, Thomas, on arrive à la fin des échanges. Est-ce qu'il y a une question brûlante? On arrive à peu près au bout. Maxime, est-ce que vous avez envie de partager une dernière chose avec notre assemblée? Sur la question. Ouais, sur la question des marchés, par curiosité, du coup, en fait, la mairie souhaite passer du coup, les cantines des primaires, notamment en bio. Et du coup, à Marseille, ils nous ont envoyé l'appel d'offres du coup, pour le marché, pour les écoles. Le problème, c'est que c'est taillé pour des cuisines, toujours le même truc, hein, c'est faire manger pour plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est un métier à part entière. Déjà, nous, quand on doit faire à manger pour les plus gros trucs qu'on ait fait, c'était 400-500 personnes. C'est déjà, il y a 20 personnes qui bossent pendant 3 jours avant en cuisine. Quoi. Mais ça en vaut la peine, hein, parce que du Sodexo. Oui, mais du coup, c'est je sais pas combien de. C'est déjà du matériel spécifique. Ouais, je sais que Sodexo, moi je mange jamais ça. Hein. Mais ouais, j'essaie. Du coup, parce que là où je voulais en venir, en fait, c'est que du coup, c'est peut-être parce que du coup, ils ont cette volonté-là, mais ils restent sur le modèle du marché public, en fait, comme ça existait avant. Ça marcherait mieux avec soit, comme on disait tout à l'heure, soit une cuisine centrale, soit plusieurs cuisines déportées, en fait, qui alimentent plusieurs écoles, et pour le coup, c'est la cuisine qui pourrait se fournir en produits locaux, etc. Quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parfois l'action individuelle va se heurter à du systémique, donc on voit qu'on arrive à des limites, mais c'est pas grave, on continue, et puis j'ai une idée vraiment un peu bête, mais parfois plutôt que de prendre en frontal, ça peut être un peu déguisé, comme par exemple les restes, voir avec une asso caritative qu'elle les récupère, et puis dire aux parents, tant de ce que vous payez pour vos enfants par... Les élus, ils n'aiment pas trop ce genre de choses en général. Si les parents savent que ça part à la poubelle parce que ça touche à leur portefeuille aussi, peut-être au lieu de jouer... Juste, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Bloom, une association environnementale qui a réussi à faire interdire la pêche électrique en eau profonde au niveau européen. Et l'interview de Claire Nouvian sera dans le prochain film Animal là, qui sort au cinéma bientôt. Et en fait, quand elle raconte comment ils ont réussi à mener leur combat, donc je vous la fais très courte, je ne vous dis pas tout ce qu'ils ont fait, mais elle dit on n'a absolument pas gagné sur des questions environnementales. On a gagné sur des questions économiques. On a démontré que cette pêche n'était pas rentable et que c'était nos subventions publiques qui finançaient une pêche non rentable. Donc, ils l'ont interdite. Donc, quelque part, parfois, quand on a envie d'aller faire bouger la dimension plus collective et systémique, c'est de prendre un peu le chemin de traverse en attaquant sur des questions économiques. Par exemple, si les parents apprennent que tant de proportions de ce qu'ils payent part à la poubelle, ça met une pression sur les élus. Bon, voilà, il y a peut-être aussi d'autres manières de faire. D'accord. Justement, Christine, le mot de la fin. C'est vrai que c'est inclus dans toutes les crèches, les tarifs horaires.
pour le repas et les goûters également. Donc je pense pas qu'il faille les sensibiliser en ce sens, je pense pas que ça les touche. Donc, plutôt tout ce qui est pédagogie, explication, quoi je pensais. Oui, mais après ça inclut dans le tarif horaire, donc finalement il faut on paye même si ça ne changera pas, disons que s'il y a du gaspillage ou pas, ça ne changera pas le tarif horaire des familles par rapport à ce qui a été dit, ce qui serait différent pour les écoles. C'était une idée sans connaître, mais parfois c'est pour prendre le chemin de traverse. Je comprends le sens. Trouver le chemin de traverse parfois qui n'est pas toujours celui de la valeur ou du bon sens de ce qu'on a envie de défendre, parfois c'est aussi une autre manière d'attraper le sujet. Christine, un dernier petit mot peut-être? Non, c'est bon? Tout le monde est bon? Moi, juste redemander effectivement de nous envoyer les liens pour une alimentation. Perrine, il faut travailler ce soir dans le train. Parce que c'est le plus compliqué pour nous de défendre ça, même si on est convaincus, entre les médecins, ce qui est écrit dans le carnet de santé, etc. Le carnet de santé, il n'est pas à jour. Et complètement, il n'est pas à jour, on s'en est rendu compte. Mais après, il faut défendre ça auprès des familles. Très au clair pour le faire passer aussi. Donc, oui, aux partenaires. Je vais faire mes devoirs. Merci beaucoup. Et je vais vous envoyer tous ces liens et vous transmettre toutes ces infos-là dont on a parlé jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à continuer à échanger de manière informelle et puis peut-être Thomas, veux-tu conclure pour la belle vie, aussi solliciter votre réseau, leur faire un retour sur ce que vous avez vécu aujourd'hui, sur vos besoins. Et ben voilà, c'est ici, c'est maintenant, c'est la clôture. Qui veut prendre le micro? Ça y est, moi j'ai assez parlé. Super, bah merci beaucoup. Peut-être vous pouvez applaudir peut-être un peu. Merci beaucoup. Merci à vous.